Bonsoir, je me présente Pierre Mériot, élu à la ville de Grenoble, en charge du tourisme et de la montagne. Je suis très content de vous accueillir ici à nouveau pour une nouvelle séance autour de la question de la montagne et de la justice et de leur rapport. Nous avons répondu bien favorablement à la proposition de Jacques Dallès de continuer à avoir des échanges argumentés, étayés, appuyés sur des cas précis, des jurisprudences pour que chacun sache exactement où est-ce qu'il met les pieds, entre guillemets, quand il va en montagne. Je voulais juste, à l'occasion de cette conférence débat, soutenue donc par la mission montagne de la ville de Grenoble, rappeler les trois piliers de cette mission montagne, au cas où vous ne les connaîtriez pas encore. Ils sont toujours les mêmes, mais ils nécessitent beaucoup d'énergie pour continuer à être portés. C'est d'abord la mission d'information sur la montagne qui a lieu dans le hall de la Maison de la Montagne, qui est désormais contigu à celui de l'Office du tourisme. C'est une mission importante qui a une composante sécurité importante, puisque nous faisons des conseils personnalisés aux personnes qui viennent se renseigner, qui veulent aller en montagne, et les agents qualifiés de la ville de Grenoble qui les accueillent sont capables non seulement de leur fournir des topo-guides, des cartes hygiène, etc., mais aussi de leur donner des conseils de sécurité en fonction de leur niveau, en tout cas de ce qu'ils prétendent avoir comme niveau. Deuxième pilier important, le programme Jeunes en montagne, pour lequel nous mettons des moyens avec un partenariat avec les maisons des jeunes et de la culture de Grenoble, des collèges et des lycées sur Grenoble, et qui nous permet d'embarquer plus de 300 jeunes par an sur un programme de sortie avec une progression tout au long de la saison, un programme de 6 sorties qui se clôt traditionnellement au début de l'été par des sorties en milieu glaciaire ou d'alpinisme avec une nuit en refuge, donc des sorties sur 2 ou 3 jours en fin de saison. Donc c'est une façon de découvrir notre environnement naturel et qui nécessite une forte mobilisation pour contrer la tendance naturelle de notre société à pousser les jeunes plutôt vers de la consommation de loisirs instantanés, du zapping entre plusieurs sports. Là, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Il s'agit bien de découvrir notre environnement avec ses contraintes, ses joies, mais aussi ses contraintes. Et enfin, dernier volet de notre politique montagne qui mobilise beaucoup de ressources, c'est les rencontres du cinéma de montagne, dont nous fêterons cette année le 20e anniversaire, au Palais des Sports toujours, du 6 au 10 novembre. Donc je vous invite déjà à bloquer vos agendas, puisqu'il y aura quelques surprises. Comme c'est le 20e anniversaire, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus festif encore que les autres années. Et puis, avant de passer la parole et le micro à Jacques Dallès, je signale que la dernière conférence débat de cette saison aura lieu le 5 juin à 18h30 à l'amphi de l'Office du tourisme, avec la projection d'un film sur le Tour de l'Isère, fait en mode autrement, pratiquement en copiant un peu Lionel Daudet, par des jeunes qui ont fait un film à partir de cette expérience, puisque leur idée était de faire le tour de l'Isère stricto sensu sur notre frontière, entre guillemets, départementale, avec une association qui s'appelle le Sentier en Devenir. Donc voilà, je cède la parole illico à Jacques Dallès pour la soirée. Merci. Merci Pierre, bonsoir à tous. Alors merci à la ville de Grenoble, à la Maison de la Montagne, à Philippe Faucheux d'avoir permis l'organisation de cette soirée. Vous avez remarqué qu'il fait un peu chaud. Alors on a ouvert les portes, on va essayer de ne pas trop mettre de lumière, mais on ne pourra pas faire grand-chose de plus. En tout cas, merci d'être parmi nous pour cette soirée Montagne et Justice qui clôt un cycle de 4 conférences qui a démarré en 2016, qui s'achève peut-être provisoirement en 2018. La première a eu lieu à Chamonix, la seconde à Grenoble, une troisième à Gap, et on termine par Grenoble, en abordant les différentes étapes du processus judiciaire pénal. Lorsqu'un accident de montagne grave a eu lieu, il peut y avoir une poursuite pénale, la justice peut être saisie, et nous avons reconstitué, dans les étapes précédentes, l'audition d'un guide par un enquêteur du PGHM, le passage d'un guide devant un juge d'instruction, ce qui arrive quand l'affaire est d'une certaine complexité, et il nous est apparu intéressant de terminer par le procès, une fois que ces phases préalables
sont achevées. Le procès devant le tribunal correctionnel, qui est la juridiction de droit commun, qui est chargé de juger les affaires d'homicide et de blessures involontaires, pas seulement les affaires d'accident de montagne, les affaires d'accident de la route, d'accident du travail. Et il nous est apparu intéressant de vous montrer comment ça se passe concrètement à travers une affaire réelle, qui s'est réellement passée, qui va être jouée entre guillemets. Toujours un problème de micro. Le souhait, ça a été de concentrer sur à peu près 1h10, une audience qui a pris plusieurs heures, qui en a pris 8 en l'espèce, qui a eu lieu il y a déjà quelques temps, sur un cas réel, avec des acteurs réels que je vais vous présenter, donc montrer comment la justice pénale doit appréhender une affaire d'accident mortel et de déterminer si la personne qui est jugée, qui est prévenue, est coupable ou pas des faits qui lui sont reprochés. Tout ça, ça va vous être expliqué. Vous aurez une diapositive affichée qui résume les faits, j'espère vous pourrez lire, les faits objectifs de l'affaire, de façon à ce que vous repériez, mais on va y revenir tout au long de cette reconstitution. Donc sachez bien qu'on réduit en un volume limité, 1 heure de temps, ce qui s'est passé en 7 ou 8 heures. On ne pouvait évidemment pas faire l'exercice complet en temps réel. Donc les interventions des acteurs, mais vous verrez que ce ne sont pas des acteurs, elles seront forcément réduites par rapport à ce qu'elles auraient été ou ce qu'elles ont été lors du procès. L'objectif, c'est de montrer en quoi une décision de justice peut être pédagogique, peut être utile pour les pratiquants de la montagne, professionnels ou bénévoles, en quoi les notions de droit, qui ne s'appliquent pas spécialement pour la montagne, peuvent-elles être débattues et amenées à une déclaration ou pas de responsabilité. La justice pénale, ça fait toujours un peu peur, parce que c'est une personne qui est jugée à titre personnel et qui encourt éventuellement une peine de prison, une peine d'amende. On n'est pas sur de la responsabilité civile, on est sur une peine qui est évidemment jamais très agréable de se voir infliger, mais c'est ce que dit le code pénal, qui n'est pas le code pénal de la montagne, qui n'existe pas, c'est le code pénal des citoyens qui s'applique à toutes les situations accidentelles dans lesquelles on estime qu'il y a une mise en cause d'une responsabilité pénale. Tout ça va vous être expliqué par la suite. Alors, on vous a remis à l'entrée 2 petits cartons, rouge et vert. Vous avez compris l'intérêt, c'est que pendant que le tribunal se retirera pour délibérer, au bout d'1 heure, vous aurez en 10 minutes à discuter avec vos voisins immédiats pour dire si vous pensez que le prévenu est coupable des faits qui lui sont reprochés. Et avant que le tribunal prononce sa décision, vous leverez la main avec un carton. Rouge, il est coupable. Vert, d'après moi, il n'est pas coupable. Vous voyez, c'est très simple. C'est un petit jeu. Ça n'a pas de prétention autre que de vous faire un peu participer. C'est ce qu'ont vont faire les juges qui vont délibérer. Dans l'affaire telle qu'elle s'est passée, ils n'ont pas délibéré tout de suite. Ils ont mis leur jugement en délibéré, ils ont réfléchi pendant plus longtemps. Là, on va concentrer, évidemment, comme si le tribunal, une fois les débats terminés, se retirait et décidait tout de suite. Dans la réalité, ça a pris beaucoup plus de temps. Donc, simplement, vous présenterez votre bulletin, si vous voulez bien. Alors, évitez de vous abstenir. Imaginez que vous êtes dans la peau d'un juge. Le juge, il ne s'abstient pas. Il dit c'est oui ou c'est non, mais il ne s'abstient pas. Voilà, je vous remercie de votre participation et je vais présenter nos acteurs. Et vous verrez que ce sont pas des acteurs, ils connaissent la montagne, ils connaissent le droit, très concrètement. Alors, par ordre d'apparition, il n'y a rien de spécialement d'importance, de gradation dans leur importance. Florent Crouy, qui est magistrat, c'est un vrai magistrat. Il est substitut général à la Cour d'appel de Grenoble. Je ne vous ai pas dit que la Cour d'appel de Grenoble, dont je suis le procureur général, elle couvre 3 départements, 5 tribunaux de grande instance, et dans les 5 tribunaux de grande instance, 3 ont un massif montagneux, le Vercors, ça intéresse le TGI de Valence, Grenoble évidemment, avec l'Isère, et Gap pour les Hautes-Alpes. Monsieur le procureur, si vous voulez bien prendre place, donc Florent Crouy, magistrat, il va donc soutenir ce qu'on appelle l'accusation. Vous avez une diapo qui va être présentée qui montre un peu le schéma d'un tribunal. C'est le magistrat qui représente l'accusation, c'est lui qui va demander ou pas au tribunal de condamner le prévenu. Ensuite, nous avons la partie civile.
La partie civile, c'est, vous avez un dessin en bas, c'est l'avocat des victimes, des proches des victimes. En l'espèce, 2 personnes sont décédées et maître Jean-Marie Ostian, que vous connaissez certainement, qui est un grand spécialiste de droit du sport, a bien voulu, qui est donc avocat, qui est un vrai avocat, a bien voulu jouer le rôle de la partie civile, c'est-à-dire de représenter les intérêts des familles des 2 personnes qui sont décédées. Donc c'est lui qui parlera au banc de la partie civile. Merci, cher maître. Nous avons ensuite, partie importante, c'est la défense, jouée par maître Maurice Botcher avec son client, qui est le prévenu, l'avocat de la défense, celui à qui on reproche quelque chose. Maître Maurice Botcher du barreau d'Albertville, maître Ostian est du barreau de Grenoble. Maître Botcher est un grand spécialiste aussi du droit de la montagne, auteur d'un très intéressant livre qui s'appelle « Les carnets juridiques du ski », qui est paru très récemment, que je vous conseille, qui va défendre, la tâche de défendre le prévenu, Éric Decamp, de son vrai nom, qui est un vrai guide de haute montagne. Grand alpiniste, grand himalayiste, et qui joue le rôle du prévenu et qui sera avec vous pour répondre avec les autres acteurs à vos questions, puisque l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on aura voté, le tribunal aura prononcé sa décision, vous puissiez échanger très librement avec les protagonistes sur toutes les questions qui vous intéressent. Merci Éric de jouer. Alors Éric, il nous accompagne, il est présent dans ces soirées depuis le début, et il vous dira en quoi, je pense, cet exercice peut être utile aux futurs professionnels de la montagne, les aspirants guides, et même aux acteurs, à ceux qui exercent en montagne de façon professionnelle ou simplement bénévole. Accusation, partie civile, défense, et nous avons bien évidemment le tribunal avec sa présidente, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, Madame Emmanuelle Bouillet, qui est vice-présidente au tribunal de grande instance de Chambéry. C'est une vraie magistrate, chargée de l'instruction, elle instruit des dossiers. Et auparavant, elle était vice-présidente au tribunal de grande instance d'Albertville et elle a eu à juger d'un certain nombre d'accidents de montagne sur un ressort, la Maurienne, la Tarentaise, évidemment assez accidentogène. Madame la Présidente. Et nous avons un tribunal, c'est 3 juges, le président, 2 assesseurs. Nous avons 2 assesseurs, Alain Duclos, qui n'est pas un vrai magistrat, c'est un guide de haute montagne, et qui est également expert judiciaire près les tribunaux. Donc c'est quelqu'un qui connaît le métier de guide, mais qui est aussi chargé d'éclairer le tribunal lorsque, notamment, une avalanche, comme ça s'est malheureusement produit trop souvent cet hiver, emporte des pratiquants et va éclairer le tribunal sur une éventuelle faute qui peut entraîner la responsabilité du prévenu. Et enfin, le 2e assesseur, Alexis Malon, qui n'est pas un magistrat, même s'il porte des robes de magistrat. Il est également guide de haute montagne et professeur à l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix. Donc il enseigne depuis déjà quelques temps aux futurs guides, notamment l'alpinisme, le ski et aussi toutes les règles de prudence dont on parlera ce soir, qui sont évidemment fondamentales. Voilà, Madame le Président, messieurs, vous pouvez prendre place. Voilà le tribunal à peu près constitué. Il manque le greffier. On a chanté le greffier, mais il existe, vous savez, c'est la personne qui prend des notes. Il existe également l'huissier de justice qui introduit les témoins, etc., qu'on a mis de côté. Donc vous avez à peu près représenté de façon réduite une audience avec les différents protagonistes. Donc tout ça va être concentré dans un temps réduit et j'espère que les questions ne manqueront pas d'arriver par la suite. Voilà, place maintenant à la juridiction, au débat sur cette affaire dont vous allez lire. On va baisser un peu la lumière, j'espère que vous arriverez à lire, mais on y reviendra. De quoi il s'agit? La relation des faits est exactement celle de l'affaire. Les noms ne sont pas les mêmes. Évidemment, ont été changés par souci, évidemment, de préservation d'un minimum de confidentialité, je dirais, mais l'affaire, malheureusement, elle est tout à fait réelle.
Voilà. Je crois qu'on peut y aller. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Madame la Présidente, je vous laisse officier. Vous avez le micro. Merci, Monsieur le procureur général. Donc l'audience est ouverte. Monsieur Éric Dumont, si vous voulez bien vous lever et venir à la barre, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur Éric Dumont? Oui, Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos dates et lieux de naissance, monsieur? je suis né le 12 janvier 1954 à Paris, 3e. Votre adresse? 530 route des Bossons à Chamonix. Donc monsieur, vous comparaissez aujourd'hui en vertu d'une ordonnance qui a été rendue par madame le juge d'instruction. Vous êtes assisté dans le cadre de cette procédure par maître Baudéchère, c'est bien cela? Oui. Merci maître. Et les parties civiles, donc les familles de madame Martin et de monsieur Thomas sont donc représentées par maître Ostian. Que je représente, Madame le Président. Merci maître. Donc monsieur Dumont, au terme de l'ordonnance de renvoi de madame le juge d'instruction, il vous est reproché d'avoir à Chambéry-Mont-Blanc le 6 juillet 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce alors que vous étiez encadrant initiateur pour l'association Trek et Montagne, et notamment en programmant initialement une course trop difficile au regard du niveau technique et de l'expérience des participants, en ne procédant pas à une juste appréciation et réévaluation de la situation pendant la course compte tenu de l'extrême lenteur de la progression d'une partie du groupe, ainsi que de la dégradation prévisible de la météorologie, en laissant partir seule devant vous une cordée autonome devenue de ce fait sans surveillance, composée de Madame Christine Martin et de Monsieur Alain Thomas, sans vous être assuré de leur sécurité, en omettant de contacter les intéressés puis de prévenir les secours après la rupture de tout contact avec cette cordée, et de manière générale en omettant d'avoir anticipé la gravité potentielle de cette perte de contact, involontairement causé la mort de Christine Martin et d'Alain Thomas. Il vous est donc reproché, monsieur, des faits d'homicide involontaire, fait d'homicide involontaire ayant entraîné le décès de monsieur Martin et de madame Thomas. Est-ce que vous avez compris les faits pour lesquels vous comparaissez aujourd'hui? J'ai compris. Dans le cadre des débats, monsieur, je vous informe que vous avez le droit de garder le silence, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous seront posées par le tribunal. Je vais commencer par rappeler les faits tels qu'ils résultent de la procédure qui a été confiée au tribunal. Tribunal, vous m'entendez? Je vais d'abord aborder les faits, rappeler les faits au tribunal tels qu'ils résultent de la procédure, et ensuite vous aurez la parole pour vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés. Les faits dont est saisi le tribunal sont les suivants. Le 6 juillet 2014, à 18h, les militaires du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix étaient informés de l'absence d'une cordée qui était partie le matin même depuis le refuge du Couvercle, afin d'effectuer la traversée des Courtes, itinéraire qui est classé dans la littérature de montagne comme étant assez difficile. Les participants de cette traversée étaient constitués de 4 personnes. Monsieur Éric Dumont, donc vous-même, qui êtes encadrant bénévole de l'association Trek et Montagne, mais également des membres de cette association, Madame Evelyne Legros, Madame Christine Martin et Monsieur Alain Thomas. Vers 2h30 du matin, ces 4 personnes quittent donc le refuge du Couvercle en 2 cordées distinctes. L'une composée de vous-même, Monsieur Dumont, et de Madame Evelyne Legros, qui avait été jugée comme étant la participante ayant le moins bon niveau, le moins de compétences en termes de progression dans le milieu montagnard, et une seconde cordée constituée de Madame Christine Martin et de Monsieur Alain Thomas,
qui avait un niveau supérieur à celui de Madame Evelyne Legros et qui avait déjà fait des courses ensemble. Le groupe évoluait dans un premier temps avec la cordée qui était conduite par vous-même, Monsieur Dumont, en tête. Et au niveau du sommet de l'aiguille Chenavier, compte tenu de la lenteur de la progression de la cordée que vous constituiez avec Madame Legros, il était décidé que la cordée constituée de Madame Martin et de Monsieur Thomas passe devant, passe en tête. Et selon les premiers éléments d'enquête, sur vos instructions. Au niveau du col des Cristaux, Evelyne Legros et vous-même, Monsieur Dumont, n'avaient plus de contact visuel avec cette première cordée qui était partie devant. Lors de la suite de l'évolution, Madame Legros, qui était épuisée physiquement, décidait à 10h59 de prendre attache avec le PGHM pour faire part, premièrement, de son état d'épuisement et deuxièmement, de la perte de contact visuel avec la première cordée. Le PGHM guidait téléphoniquement cette cordée afin qu'il puisse rejoindre le refuge. Le refuge allait être rejoint par la cordée que vous constituiez avec Madame Legros aux alentours de 7h du matin, la décision étant prise de dormir sur le glacier, sur la route du retour. À l'arrivée de Monsieur Dumont et de Madame Legros au refuge, il était constaté l'absence de la première cordée constituée de Madame Martin et de Monsieur Thomas. C'est à ce moment-là que les recherches vont être initiées par les services de secours. Malheureusement, les recherches ne permettront pas de découvrir, de retrouver la cordée disparue, ni aucune trace ou indice. Au vu des recherches, les secouristes privilégiaient l'hypothèse selon laquelle la cordée avait dévissé à proximité de l'aiguille croulante, où les conditions de neige étaient moyennes à cet endroit. Vous allez être entendu dans le cadre de l'enquête et de l'instruction, monsieur. Vous allez expliquer que vous êtes bénévole au sein de l'association Trek et Montagne. Vous avez un brevet d'initiateur qui est délivré par cette même association. Et vous êtes également initiateur fédéral de cascades de glace, et ce depuis 6 mois, au moment des faits. Lorsque vous allez être entendu, vous allez confirmer les premiers éléments d'enquête en indiquant que vous ne vous êtes pas inquiété de perdre de vue la première cordée constituée de Madame Martin et de Monsieur Thomas, pensant qu'ils étaient partis et qu'ils ne vous avaient pas attendu pour pouvoir bénéficier de meilleures conditions de neige. Et vous avez d'ailleurs expliqué que vous étiez mécontent que ces derniers ne vous aient pas attendu. Lorsqu'on vous demande à quel moment vous perdez le contact visuel avec cette cordée, vous allez expliquer que la dernière fois que vous les avez vus, ils étaient sur l'arête en train de se ravitailler. Madame Legros, qui était donc dans votre cordée, va expliquer que dès l'aiguille Chenavier, lors du premier appel, elle va sentir une douleur très vive au niveau des cervicales, qu'elle se sentait pas très bien, et qu'elle était inquiète. Elle attribue cette douleur au fait qu'elle était inquiète ayant vu Madame Martin glisser à 2 reprises sur la neige molle et ne pouvant enrayer sa chute qu'après avoir utilisé son piolet. Elle va également indiquer vous avoir fait état de ce qu'elle ne voyait plus les 2 autres participants, Madame Thomas et Monsieur Thomas et Madame Martin, et que vous n'allez pas prendre la décision d'appeler, de prendre contact avec eux, d'essayer de les contacter, et que c'est elle, à 17h59, contre votre avis, qui va appeler le PGHM afin de faire état de son état d'épuisement. Dans le cadre des investigations, on va apprendre que 2 autres groupes étaient partis du refuge du Couvercle le même jour, à peu près aux mêmes horaires que vous, un peu plus tard. Et ces 2 groupes, vous avez tous les 2 dépassé. Et d'ailleurs, l'un des guides de ce groupe va faire part de son étonnement en disant « J'ai effectivement constaté que ce groupe évoluait lentement, alors que la fenêtre météo était somme toute réduite pour avoir des conditions météo optimales pour permettre ce trajet. »
une expertise va être ordonnée par le juge d'instruction et les experts, dans leur rapport, vont indiquer que la course qui était prévue pouvait tout à fait s'envisager à condition que les participants aient une aisance technique individuelle suffisante et des compétences avérées pour le déplacement en cordée. Selon eux, au sommet des courses, la décision aurait dû être prise de ne pas maintenir la poursuite du projet sur ce trajet. Et troisième point qui va être soulevé dans le cadre de l'expertise, c'est que selon les experts, il n'y a pas eu de prise en compte de la possibilité de la survenance de l'accident, vous reprochant de ne pas avoir envisagé plus tôt la possibilité de la chute de M. Thomas et de Mme Martin et, en conséquence, de retarder l'intervention des secours. Voici, M. Dumont, les faits tels qu'ils résultent de la procédure. Avant que je vous interroge, que pouvez-vous dire sur les faits qui vous sont reprochés, monsieur ? Je ne pensais pas du tout que la cordée de Alain et Christine pouvait avoir un problème. Vous avez eu connaissance du rapport d'expertise. Le premier point qui est soulevé par les experts est celui de la préparation et de l'évaluation du niveau de compétence des participants à votre projet. Les experts indiquant que cette course, classée assez difficile, nécessite tout de même une compétence technique individuelle suffisante pour pouvoir l'envisager. Et au regard des éléments, ils pensent que les participants n'étaient pas suffisamment préparés. Qu'en pensez-vous ? Je connaissais les participants. Pour moi, ils étaient aptes à faire cette course. Parce qu'ils avaient un vécu et parce que ce n'est pas une course difficile. Qu'est-ce que vous saviez sur leur niveau de préparation ? Alors, Alain et Christine, l'année d'avant, avaient fait un stage d'accession à l'autonomie de 1 semaine. Donc, je les connaissais. Je sais qu'ils ont réalisé certaines courses dans l'Oisans. Et Evelyne, elle, je la connais et je sais qu'elle n'avait pas fait d'alpinisme, mais elle est très en forme physiquement et elle fait du ski de randonnée. Sur l'année 2014, quelles étaient leurs précédentes courses ? À ma connaissance, ils n'avaient pas fait de course avant celle-ci. C'était donc leur première course de l'année ? Oui. Est-ce qu'avant de partir, vous aviez parlé avec eux de leurs compétences physiques et techniques ? Oui, puis je les connais, et puis ce sont des adultes qui se sont inscrits à cette sortie qui était proposée. Donc c'est aussi eux qui décident de s'inscrire, mais moi je pensais qu'ils avaient le niveau. Pour moi, ils avaient le niveau. Pour vous, quel était le niveau requis pour cette course ? C'est une course qui est cotée assez difficile, dans laquelle il n'y a pas de passage techniquement difficile, et Alain et Christine passent du CISA en tête, donc ils sont largement au-dessus du niveau requis pour la traversée des courtes. Et Madame Legros ? Madame Legros n'avait jamais fait d'alpinisme. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de la prendre sur ma corde, de faire corder avec elle et de confier aux 2 autres une cordée autonome. Lorsque vous constatez que Madame Legros a des difficultés à évoluer à un rythme normal sur cette course, quelle décision prenez-vous, monsieur ? Elle a commencé à manifester des signes de fatigue après le sommet des courses. Je n'ai pas estimé que ça nécessitait de faire demi-tour. À ce moment-là, quelle est l'évolution de Madame Martin et de Monsieur Thomas ?
Alors à ce moment-là, ils sont pour l'instant derrière nous, très près de nous, et je vois qu'ils peuvent être plus rapides. Donc pour que la progression de l'ensemble soit plus fluide, je leur propose de passer devant nous. Quelles consignes leur donnez-vous, monsieur? Alors dans ces cas-là, c'est toujours la même consigne et que j'ai redonnée, c'est on ne doit jamais être loin, parce que si on est loin, on ne sait pas ce qui se passe. Vous l'avez expressément dit à monsieur Thomas et madame Martin? Je l'ai dit, oui, je pense que je l'ai dit. Madame Legros ne fait pas état de ce que vous ayez informé madame Martin et monsieur Thomas de ce qu'il fallait rester à distance de vue. Moi, je pense que je l'ai dit, et dans ces sorties, dès qu'il y a des cordées autonomes, c'est toujours comme ça. Vous avez le brevet d'initiateur qui a été délivré par votre association. Quelles sont les recommandations qui sont faites dans ce cadre-là lorsqu'il y a une cordée volante? Il faut rester suffisamment prêt pour pouvoir les conseiller, éventuellement intervenir ou apporter une aide si c'est nécessaire. Aviez-vous prévu un moyen de communication avec cette seconde cordée? Je ne prends pas de téléphone. Pourquoi? Je ne prends pas de téléphone. À partir du moment où vous les perdez de vue, que faites-vous? Je suis très occupé et préoccupé de l'état de Evelyne, qui manifeste des signes de fatigue tout le temps. Et donc ça prend beaucoup d'attention. Je suis très tourné vers elle. Et ça me prend tout. Est-ce que vous pensez avoir surestimé les capacités physiques et techniques de madame Legros? Non, je ne pense pas, parce que c'est quelqu'un de très en forme, très physique, qui, même si elle n'a pas fait d'alpinisme, en ski de randonnée, on se rend compte quand quelqu'un est physique. Et il n'y avait rien avant qui pouvait me faire penser qu'elle serait en difficulté physique sur une course de cette nature. Au sommet des courtes, vous constatez qu'elle est en difficulté physique. C'est après. C'est après. Elle dit que c'est au niveau du rappel qui a eu lieu au niveau de l'aiguille, des courtes, des aiguilles de Chenaville. Oui. C'est là que j'ai pris la décision de proposer à l'autre cordée d'aller devant parce qu'on était plus lent, mais son état de fatigue avait déjà commencé dès lors qu'on avait dépassé le sommet des courtes. Donc, vous laissez partir cette première cordée, selon vous, en donnant des instructions de rester à vue, sans qu'il y ait de moyens de communication qui soient instaurés. Est-ce qu'il y a un endroit où vous dites, en tout état de cause, on s'attend à cet endroit-là? Non. Pourquoi ne pas dire comment vous allez vous rejoindre? Parce que c'est évident qu'on reste pas trop loin et il ne faut pas partir trop loin devant. Pourtant, ils vont partir loin, vous allez les perdre de vue. Vous dites, je ne prends pas de téléphone. Madame Legros avait un téléphone. Madame Thomas en avait également un. Pourquoi ne pas tenter de les joindre pour savoir où ils sont, ne les voyant plus? Je suis pas sûr que j'avais leur numéro. Est-ce que ce ne serait pas le b.a.-ba que de prendre les coordonnées de chacun avant de partir? Surtout en laissant une cordée partir devant. Je pars pas avec l'idée que je vais téléphoner. Mais la sécurité, vous partez avec l'idée d'assurer la sécurité des personnes que vous accompagnez. Il pourrait être utile d'avoir leurs coordonnées.
c'est dans le déplacement, quoi. Au moment où vous quittez l'aiguille de Chenavier, vous aviez déjà du retard sur l'horaire prévu? On avait un peu de retard, oui. Un peu, c'est-à-dire? On est arrivé au sommet des Courtes, il devait être 8 heures, je pense, autour de 8 heures. Et là, il était 10 heures, 10 heures et demie. Vous aviez près d'une heure de retard? Voilà. Un peu plus, même plus d'une heure de retard, c'est bien ça? Est-ce que vous n'avez pas craint à ce moment-là, voyant le retard accumulé, d'avoir des difficultés pour la suite de la course? Je pensais qu'on pouvait sortir la course, même en allant un petit peu plus doucement que d'autres. Difficulté avérée, puisque vous allez devoir dormir sur le glacier avant de rejoindre le refuge. Pour revenir sur la cordée, à 18h, lorsque Madame Legros appelle le PGHM pour faire part principalement de son épuisement physique, pourquoi ne pas alerter plus avant le PGHM sur le fait que vous n'ayez plus de nouvelles de la première cordée? Parce que pour moi, il nous attendait au col des Cristaux avant d'entamer la descente. Donc jamais il m'est venu à l'idée qu'il pouvait être tombé. C'est pourtant une éventualité à envisager. Et ce d'autant qu'à ce moment-là, vous avez conscience que vous ne respectez pas les consignes du memento des initiateurs en montagne qui indiquent qu'il faut toujours rester à vue. C'est bien cela, monsieur? Oui, je suis loin à ce moment-là. Ils sont loin. Est-ce que vous avez évoqué avec Madame Legros le fait d'appeler les secours lorsqu'elle les appelle à 18h? Pour moi, il y avait pas, j'étais pas alarmé. Il n'y avait pas lieu d'appeler les secours pour notre retard. Lorsque vous évoluez sur l'arête, est-ce que vous les voyez? La dernière fois où on les a vus, ils cassaient la croûte et ils étaient juste avant l'aiguille, entre l'aiguille Chenavier et l'aiguille croulante. Et après, on ne les a plus vus. Vous avez donc laissé cette cordée partir seule sur une course qu'ils ne connaissaient pas, sans forcément leur donner des points de rencontre et en les laissant en totale autonomie. Est-ce que c'est bien cela, monsieur? C'est ça, mais ils avaient le niveau de faire. Et le fait de ne pas les voir, et notamment sur la redescente, vous ne les avez pas vus redescendre? Ça ne vous a pas alerté? Je pensais qu'ils étaient devant nous, comme Oui, nous étions devant, lents. mais quand vous êtes en haut sur les arêtes, vous ne les voyez pas redescendre. Non, mais on ne voit pas forcément toujours la descente de là où on est. Mais à aucun moment vous ne les avez revus après Non. les avoir vus sur la crête juste avant l'aiguille croulante. Non. Je vais vous donner connaissance de l'audition de la gardienne du refuge qui indique que pour elle, cette course est inadaptée pour des novices, ce qu'était Madame Legros. Qu'en pensez-vous? C'est pas une course difficile et quelqu'un qui est en forme et physiquement, qui a des aptitudes, pour moi, il peut très bien faire cette course s'il est accompagné. Ce que dit cette même gardienne de refuge, c'est que lorsque vous êtes arrivé à cette heure du matin, vous ne sembliez pas du tout vous rendre compte de la situation et de ce qui se jouait du fait de l'absence de monsieur Thomas et de Madame Martin. Quand je suis arrivé au col des Cristaux et que je ne les ai pas vus,
j'étais un peu fâché. Je me disais ils auraient dû nous attendre. Et quand je suis arrivé au refuge, j'étais toujours persuadé qu'ils étaient devant et qu'ils auraient dû nous attendre. J'étais persuadé qu'ils étaient devant. Cette course, vous l'aviez initiée déjà à 3 reprises et les 3 fois, vous aviez renoncé. Oui. Est-ce que cette fois-là, ça aurait été difficile pour vous de renoncer une 4e fois? Non, j'avais envie de la faire, mais il y a plein de fois où je renonce. Ça arrive, c'est pas ça. Pour la partie civile, y a-t-il des questions à poser? Oui, Madame le Président, j'aurais 2 questions, s'il vous plaît. La première concerne cette fameuse arête dont on sait qu'elle culmine à plus de 3000, qu'elle était périlleuse. Est-ce que M. Drummond la connaissait, cette arête? Est-ce qu'il l'avait pratiquée? Non, je ne l'ai pas parcouru. Vous ne la connaissiez pas? Non. Et pourtant, tout le monde s'accorde à dire qu'elle était particulièrement périlleuse. Deuxième et dernière question, est-ce que M. Drummond utilise dans sa vie quotidienne un téléphone portable? J'en ai un et je ne m'en sers pas beaucoup. Merci, Madame le Président. Sur ce point, juste peut-être faire état de l'audition de Madame Legros qui indique que vous aviez effectivement votre téléphone portable ce jour-là, indiquant qu'au refuge, vous vous êtes rendu compte que le téléphone était au fond de votre sac à dos. Vous le confirmez ou pas? J'avais oublié. Vous l'aviez oublié. Monsieur le procureur, avez-vous des questions à poser au J'ai prévenu? une question, Madame la Présidente. Je souhaiterais demander à Monsieur Dumont, lorsqu'il a préparé cette traversée, combien de jours avant il a rencontré les participants? Les participants, c'est une sortie qui a été programmée par le club et les participants, ils se sont inscrits et nous nous sommes rencontrés au moment de partir pour nous rendre à Chamonix. Et est-ce que, puisque vous connaissez déjà des participants pour les avoir guidés déjà par le passé, sur la 3e participante, est-ce que vous avez fait des vérifications sur son niveau? Je la connaissais dans sa pratique de la randonnée à ski et je savais qu'elle était en forme. Et ça vous a paru suffisant pour l'amener sur cette traversée, même si en alpinisme, elle n'avait pas d'expérience? Oui, parce que c'est techniquement pas difficile. Maître Bodécher, avez-vous des questions ou des précisions à faire apporter à votre client? Oui, Madame la Présidente. J'aimerais savoir, donc vous avez indiqué que vous connaissiez effectivement les personnes qui faisaient partie de cette sortie. Est-ce que vous avez eu d'autres demandes que vous avez refusées? Oui, il y a quelqu'un qui avait voulu venir et qui n'avait manifestement pas le niveau et j'ai refusé. Vous en avez parlé avec d'autres encadrants de cette sortie et comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, elle ne vous paraissait pas une sortie d'une difficulté incommensurable. Vous pouvez le confirmer au tribunal? Oui, c'est une sortie qui est cotée assez difficile, dans laquelle il n'y a aucun passage difficile techniquement et qui est faisable par des gens qui ont déjà une pratique autonome, comme c'était le cas de la cordée de Alain et Christine. Je vous remercie. Sur les éléments de personnalité, monsieur, votre casier judiciaire ne fait mention d'aucune condamnation. Quelle est votre situation personnelle actuelle? Je suis retraité, célibataire. Et donc bénévole au sein de l'association Trek et Montagne. Oui. C'est bien cela? Y a-t-il des questions, d'autres questions? Plus de questions, Madame. Le tribunal vous remercie, monsieur. Vous pouvez vous asseoir devant votre conseil. Maître Ostian, vous avez la parole pour les parties civiles, les familles de Madame Martin et de Monsieur Thomas. Madame le Président, Messieurs les juges, ce 6 juillet 2014, disparaissait dans le massif du Mont-Blanc Christine Martin, 36 ans, 2 enfants de 12 et 15 ans. Alain Thomas, 33 ans. Aucune trace de cette disparition. À ce jour, les corps ne sont pas retrouvés. Le drame absolu pour les enfants, pour les parents, pour ceux qui restent, qui aimaient leur père, leur mère, c'est
ceux-là pour qui je plaide. Je plaide pour leur douleur et je plaide peut-être pour poser des questions, même si je sais qu'elles resteront sans réponse. Monsieur Drummond, vous êtes, à n'en pas douter, un honnête homme. Comment se fait-il que vous ayez commis des fautes aussi lourdes, aux conséquences irrémédiables? Evelyne, Christine, Alain étaient heureux ce jour-là, ce matin-là, de partir en montagne, c'est ce qu'ils aimaient. Mais ils n'avaient pas conscience de la difficulté de la course, mais ils n'avaient aucune conscience du danger qui les attendait. Vous, monsieur Drummond, vous saviez, vous aviez conscience. Vous saviez qu'il s'agit d'une course longue, très longue, au moins 11 heures. Vous savez que cette arête difficile, culminée à plus de 3600 mètres, haute altitude, là où on a le mal des montagnes, vous saviez que les conditions changeaient et qu'elles allaient devenir défavorables. Vous avez rappelé, Madame la Présidente, le témoignage de la gardienne du refuge, qui est là en permanence, qui en a vu des accidents, qui nous dit que c'est dangereux pour des néophytes. Et ceux-là étaient des néophytes, embarqués dans une course trop difficile pour eux. N'avez-vous pas confié, monsieur Drummond, au juge d'instruction, que vous-même avez essayé par 3 fois de réaliser cette course, et par 3 fois, vous aviez dû renoncer. Et vous avez même précisé qu'une fois, c'était parce que vous aviez le mal des montagnes. Vous, alpiniste chevronné, vous aviez renoncé par 3 fois à faire une telle course. Alors qu'en est-il? Qu'en est-il d'Evelyne Legros? Jamais fait d'alpinisme, ski de randonnée, course à pied. C'est pas l'alpinisme sur une crête à plus de 3600 mètres. Christine Alain avait fait un stage il y a 2 ans en arrière, 8 jours de stage. Est-ce qu'on devient un alpiniste chevronné capable de réaliser une telle course lorsqu'on a pour tout bagage 8 jours de stage? Christine avait fait une sortie, peu difficile. Alain, aucune sortie. Est-ce qu'ils étaient capables, est-ce qu'ils avaient la force, est-ce qu'ils avaient les compétences pour réaliser une telle course? La réponse, malheureusement, est non. Une seule personne était de force, c'était vous. Mais les 3 autres, certainement pas. Et de fait, ces cordées vont très vite être en difficulté. Evelyne est en grande difficulté. Elle peine à avancer, elle marche très lentement, elle a mal au dos, elle souffre. Elle retarde tout le monde. Il y a donc un retard, il y a des conditions météorologiques qui changent et qui deviennent mauvaises. Quelle est la question qu'on se pose dans une telle situation? La question qu'on se pose immanquablement, c'est d'arrêter, c'est de faire demi-tour, de rebrousser chemin. Oh, ce n'est pas du droit, c'est du bon sens élémentaire. Mais je crains, parce que c'est le dossier, que vous ne vous êtes même pas posé la question. Jamais vous ne vous êtes demandé s'il fallait faire demi-tour. Et pourquoi? Eh bien, je pense que c'est parce que c'était votre challenge. Parce que par 3 fois, vous n'aviez pas pu franchir ce sommet et que c'était votre challenge. Vaincre la montagne, c'était votre obsession, alors que votre obsession,
aurait dû être la sécurité des personnes que vous emmeniez avec vous. Donc Evelyne va très lentement, vous faites passer l'autre cordée devant, 2 néophytes en cordée volante, 2 novices sur l'arête que vous ne connaissiez pas. Vous n'y étiez jamais allé, vous nous l'avez confirmé tout à l'heure. Et très rapidement, au bout de quelques minutes, ces 2-là, encordés, sont hors de portée, sont hors de votre vue. Mais vous n'aviez pas le droit de les quitter des yeux. Lorsqu'on est le responsable d'un groupe, quel qu'il soit, surtout si c'est un groupe de néophytes, de novices, c'était le cas, vous n'avez pas le droit de les quitter des yeux une seule seconde. Vous les avez laissés partir, sans même prévoir un point de rendez-vous. Vous nous l'avez confirmé. Quelle est votre réponse? Eh bien, je la livre au tribunal. C'est vous qui parlez. Il n'y avait aucun risque, aucun bruit qui pouvait laisser supposer un accident. En plus, ils étaient sereins tous les 2. Est-ce qu'ils sont partis sereins dans la mort? Est-ce qu'ils sont partis sereins dans la mort? C'est de l'inconscience, c'est l'inexplicable. C'est en droit la faute lourde ou la faute aggravée, la faute qu'on ne peut accepter. Et bien évidemment, et d'une façon immanquable, le drame va se nouer. Et vous ne faites rien pour appeler les secours. Non seulement vous ne faites rien, mais vous tentez de dissuader Evelyne d'appeler les secours. Vous voyez ce qu'elle nous dit, ce qu'elle dit au juge. De toute façon, il n'envisageait pas d'appeler. Finalement, j'ai appelé les secours contre son avis. Contre son avis. Et vous avez dans le dossier la retranscription de la conversation téléphonique entre Evelyne et le PGHM. Le PGHM lui demande « D'accord, et votre avis, ça va bien ?» Evelyne, ça va. Il est bien embêté que je vous ai appelé d'ailleurs. Il est bien embêté que je vous ai appelé d'ailleurs. Et comment pouviez-vous appeler? Vous n'aviez pas de téléphone portable. Moi, j'admets que dans votre vie, ce soit un instrument que vous refusiez. Mais quand le téléphone portable sauve des vies humaines, quand il sert à garder le contact avec la cordée volante qui est devant vous et que vous avez perdu de vue, quand il sert à alerter les secours, PGHM, non seulement vous ne pouviez pas, mais vous ne vouliez pas. C'est une passivité sidérante et c'est très normalement que vous êtes poursuivi devant une juridiction pénale. Alors voyez-vous, je suis l'avocat des questions sans réponse. Je me constitue partie civile, ce sont des termes juridiques. Restera le drame humain et l'absence éternelle des 2 victimes dans le cœur lourd de ceux qui les aimaient. Le tribunal vous remercie, maître. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame la Présidente, Messieurs du tribunal, Mesdames et Messieurs, l'alpiniste italien Reinhold Messner a dit « La montagne n'est ni juste ni injuste, elle est dangereuse. Elle est tellement dangereuse que chaque année, des centaines de personnes y perdent la vie. Celui qui s'aventure seul en montagne le fait au péril de sa propre vie, parfois avec inconscience, le plus souvent en toute connaissance de cause, car la recherche de liberté est trop forte. La mort fait partie de la vie de l'alpiniste. La montagne enivre et défie, mais le montagnard sait qu'il doit rester humble face aux forces de la nature. Si la montagne reste un espace de liberté et l'un des rares domaines où la réglementation n'est pas omniprésente, il n'en demeure pas moins que cette activité reste soumise à la loi, et plus particulièrement à la loi pénale, lorsque celui ou celle qui s'y engage
le fait en qualité de responsable pour le compte d'autrui. Qu'ils soient professionnels ou bénévoles, les guides et les encadrants doivent mettre tous les moyens en œuvre pour protéger les personnes placées sous leur autorité. Quand l'un des membres de l'expédition perd la vie, il est légitime que la justice s'interroge sur l'existence ou non d'une action fautive ou d'une inaction fautive de l'encadrant. C'est pour ces raisons que, dans notre affaire, nous avons décidé au parquet de poursuivre pénalement M. Éric Dumont et qu'il comparait aujourd'hui devant notre juridiction pour avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Christine Martin et Alain Thomas. Sa responsabilité n'est cependant pas automatique. Et si je vais aujourd'hui solliciter sa condamnation, c'est uniquement parce que des fautes importantes, que la loi qualifie de caractérisées, ont été commises par le prévenu. Il faut noter que concernant les infractions involontaires, la responsabilité pénale d'une personne physique s'apprécie différemment selon que le comportement fautif se situe dans un lien de causalité directe ou indirecte avec le dommage. L'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal prévoit en effet que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont pas responsables en cas de faute pénale simple, mais seulement en cas de faute pénale qualifiée, qui consiste soit en une violation manifestement délibérée, une obligation particulière de sécurité ou de prudence, soit en une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. D'emblée, nous devons considérer que nous sommes bien en présence d'une causalité indirecte, puisqu'il n'est pas reproché à Éric Dumont d'avoir lui-même donné la mort aux victimes. Ensuite, il faut relever que dans notre procédure, Éric Dumont n'a pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Sa responsabilité pénale devra toutefois être retenue sur le fondement d'une faute caractérisée. Comme souvent dans ces situations, c'est une accumulation d'erreurs, de fautes, et non pas une seule décision qui a conduit au drame du 6 juillet 2014. Ces erreurs constituent une faute caractérisée. Certaines de ces fautes sont à elles seules caractérisées. D'autres, des fautes qui sont reprochées à M. Dumont, sont des fautes simples, mais qui, par leur accumulation, constituent une faute caractérisée. Madame la Présidente, Messieurs du tribunal, je vais maintenant vous détailler les 4 fautes pénales commises par le prévenu qui justifient, à mon sens, la qualification de faute caractérisée. La première faute d'Éric Dumont résulte de la décision de réaliser une traversée difficile sans s'assurer que les participants qui s'étaient librement engagés présentaient un niveau d'alpinisme suffisant. On l'a vu, les 2 experts qui ont été désignés par le juge d'instruction, 2 experts qui sont guides de haute montagne, ont indiqué dans leur rapport d'expertise que la traversée des Courtes est une course d'arête classée assez difficile. Assez difficile pour, bien évidemment, des montagnards chevronnés, mais difficile pour celui qui n'est pas expérimenté. Elle est d'autant plus difficile qu'elle est en haute montagne, haute altitude, et qu'elle est très longue, plus de 11 heures. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, il s'agit d'une course qui s'adresse à des personnes ayant une expérience en alpinisme, attestant d'une technique individuelle suffisante et de compétences avérées pour les déplacements encordés. Éric Dumont, on l'a vu et il a répondu à cette question tout à l'heure, a seulement réuni les participants le jeudi avant la sortie. Il savait qu'Evelyne Legros était dépourvue d'expérience en alpinisme, ayant seulement pratiqué le ski de randonnée. Il savait que Christine Martin et Alain Thomas avaient participé à un stage d'initiation réalisé 2 années auparavant. Et il savait donc que tous les participants n'avaient jamais réalisé une seule course d'arête. Il ne disposait pas de la qualification d'initiateur en alpinisme, M. Dumont, mais celle d'initiateur en terrain-montagne. Et il a donc commis une faute, une première faute, en acceptant la participation d'une personne sans aucune expérience en alpinisme et de 2 autres personnes sans une expérience suffisante. On l'a vu, ça a été relevé par la partie civile et par vous-même, Madame la Présidente. Jamais non plus M. Dumont lui-même n'a réalisé cette traversée complète. Il a renoncé à 3 reprises, une fois pour mauvais temps, une fois pour le mal des montagnes et une fois parce que la cordée était suffisamment entraînée. Cette fois-là, il avait pris la bonne des décisions. Preuve qu'il était capable de la prendre, cette décision, ce jour-là. La deuxième faute d'Éric Dumont
consiste à ne pas avoir procédé à une juste réévaluation de la situation pendant la course, compte tenu de deux choses. La première chose, c'est l'extrême lenteur de la cordée, et la deuxième chose, c'est les conditions météorologiques qui pouvaient se dégrader. On l'a vu, les conditions météo n'étaient pas bonnes. Un guide de haute montagne qui a lui-même réalisé cette traversée le même jour a été entendu par les services du PGHM et a indiqué que les conditions étaient très moyennes. Les militaires de la gendarmerie eux-mêmes, lorsqu'ils sont intervenus pour les recherches, ont indiqué que les conditions étaient délicates dans le contournement de l'aiguille croulante et de l'aiguille Chenavier, ce qui requérait une expérience d'alpinisme suffisante. Éric Dumont n'a pas mesuré l'état de fatigue des vignes de Gros, alors qu'elles marchaient pourtant à un rythme plus lent que les autres, ce qui aurait dû le conduire à rebrousser chemin avant le rappel de la pointe Chenavier. La troisième faute du prévenu consiste dans le fait d'avoir laissé partir devant lui une cordée de 2 personnes non expérimentées. Laisser partir une cordée autonome ne constitue pas en soi une erreur d'appréciation. C'est le niveau d'autonomie de la cordée en terrain délicat qui n'est pas bien identifié en l'espèce. Les recommandations pour la pratique et l'encadrement des activités d'alpinisme rappellent que l'initiateur ne doit jamais séparer un groupe et que l'encadrant doit apprécier en permanence les dangers, veiller à la mise en place des assurages dans les passages pouvant présenter un risque et avoir une vision du groupe la plus continue possible. Dans le même sens, les experts précisent qu'il est contraire aux habitudes de sécurité de laisser poursuivre en amont une cordée novice. Les regroupements devant permettre aux leaders d'organiser les déplacements en anticipant les difficultés identifiées sur place, secteur après secteur. En laissant partir seul devant une cordée autonome, sans surveillance inexpérimentée, Éric Dumont a donc commis encore une faute d'autant plus prégnante qu'il ne savait pas où la cordée allait s'aventurer, puisque lui-même ne savait pas ce qui attendait derrière l'arête. Enfin, la quatrième faute d'Éric Dumont résulte dans le fait de s'engager dans cette traversée sans détenir un moyen de communication, téléphone, radio, qui lui aurait permis d'avoir accès rapidement au secours et de contacter les membres de la première cordée. Les recommandations pour la pratique et l'encadrement des activités d'alpinisme rappellent que l'initiateur doit s'être renseigné sur les moyens d'alerte et avoir pris toutes les précautions pour pouvoir avertir les secours en cas de besoin. C'est une règle qui relève du bon sens. Vous l'avez dit, maître, pour la partie civile. Comment, en 2014, lorsqu'on s'aventure en montagne sur une traversée aussi difficile, on se prive d'un moyen de communication? Un téléphone portable, ça sauve des vies. Éric Dumont a indiqué au juge d'instruction, et il nous l'a encore confirmé, que ce n'est pas un objet qu'il utilisait régulièrement et qu'il avait laissé dans la voiture le jour des faits. Il a commis également une faute en refusant obstinément de signaler au secours la disparition inquiétante de cette cordée. Parce que si lui-même n'a pas appelé le PGHM, à au moins 2 reprises, Mme Legros les a contactés. Et à 18h59, il a été lui-même en contact téléphonique avec le PGHM. Et à ce moment-là, il n'a pas signalé la disparition, alors que depuis 10h le matin, la cordée était perdue de vue. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le prévenu a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Il ne pouvait ignorer ce risque parce qu'il a les compétences pour connaître les dangers de la montagne, M. Dumont. Les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire sont donc parfaitement réunis en l'espèce. Et votre tribunal devra entrer en voie de condamnation. C'est un délit, je le rappelle, qui est puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Edward Whymper, alpiniste britannique, a écrit « Grimpez si vous le voulez, mais n'oubliez jamais que le courage et la force ne sont rien sans prudence, et qu'un seul moment de négligence peut détruire une vie entière de bonheur. N'agissez jamais à la hâte, prenez garde au moindre pas, et dès le début, pensez que ça pourrait être la fin. » En citant cette phrase, c'est aux parties civiles que je pense, à la famille des victimes qui attendent aujourd'hui des explications, même si, comme l'a rappelé tout à l'heure leur conseil, elles n'arriveront pas et que ces explications, elles ne ramèneront ni leur enfant, ni leur frère, ni leur sœur. Leur histoire personnelle a été contée tout à l'heure, et c'est à elle aussi que je pense en ce moment. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs du public, je vous demande d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Éric Dumont, compte tenu de ses fautes caractérisées et du lien de causalité entre ces fautes et la mort des 2 victimes. Je vais vous demander de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement de 18 mois et d'assortir cette peine d'un sursis simple. Cette condamnation pénale que je sollicite, ce n'est pas la remise en cause d'un homme, mais c'est le jugement d'un acte ou de plusieurs actes fautifs
qui ont entraîné des conséquences irrémédiables. Devant le juge d'instruction, Éric Dumont terminait son interrogatoire en disant « Je pense que le hasard existe quand même. On ne peut pas tout maîtriser. C'est justement parce qu'il devient parfois impossible de tout maîtriser que le législateur sanctionne celui qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité. C'est la faute exceptionnelle que je vous demande de sanctionner aujourd'hui, ni plus ni moins. » Le tribunal vous remercie, monsieur le procureur. Maître Bodécher, vous avez la parole pour la défense de monsieur Dumont. Madame le Président, messieurs du tribunal, la défense prend la parole en dernier et je me dois de vous exposer notre vision du dossier. Pour celui-ci, ce n'est pas un théâtre de venir devant une juridiction comme la vôtre. Il n'a jamais été condamné, c'est un homme honnête. On peut lui reprocher une chose, la passion de la montagne et la volonté de partager cette passion avec d'autres. Aujourd'hui, cette comparution pour lui a certainement un goût d'amertume, mais surtout d'incompréhension. J'ai quand même remarqué que ce soit le ministère public ou bien la partie civile, ils ont fait un réquisitoire implacable à l'encontre de celui-ci, comme s'il était responsable de tout, et comme si finalement l'accident, lorsqu'il se réalise, eh bien il doit y avoir un coupable. Il faut qu'il y ait un responsable. Alors que nous savons combien, en milieu montagnard, les choses peuvent être bouleversées en un instant, sans même qu'il en soit responsable. Cet homme de 64 ans n'est pas un fanfaron. Ce n'est pas quelqu'un qui se prend pour Dieu le Père ou un guide de haute montagne qui connaît parfaitement tout et qui maîtrise tout. Non. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est formé au sein de cette association. Il a simplement la volonté de partager son temps bénévolement dans le cadre associatif et partager sa passion avec d'autres qui l'initient à la montagne. Cette course, on lui a reproché, vous avez essayé 3 fois, même les experts lui ont dit comme si c'était, j'allais dire quelque chose d'odieux, d'avoir tenté plusieurs fois une course, d'avoir renoncé. C'est donc dire, et je reprendrai les propos du ministère public, qu'il est capable de renoncer lorsque les conditions sont particulières. Cette course, il l'a étudiée, cette course des courtes. Il sait aussi que cette course des courtes, ce n'est pas une course difficile. Tout le monde le dit. Assez difficile. Ça veut dire qu'elle est longue. Quelle est sa complexité? C'est tout simplement sur le schéma qui est là. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous avez commencé, et surtout lorsque vous avez passé la fameuse point de Chenavier, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Parce que là, il y a un rappel et c'est impossible de revenir en arrière. Il le connaît. Il connaît. Mais il connaît aussi ses partenaires, ses compagnons. Tout à l'heure, on vous disait, il les connaît à peine. Non. Lorsqu'effectivement, il a choisi ses camarades, certains, il les a refusés. Pourtant, c'était des amis du club. Il leur a dit, non, je pense que tu n'as pas le niveau pour venir dans cette course. Qui n'est pas difficile, mais qui requiert eh bien, un certain engagement et qui requiert beaucoup de volonté tout au cours du parcours. Lorsqu'il part à 2h30 du matin, il connaît ses camarades. Il sait qu'effectivement, parmi eux, il y en a de plus jeunes, plus, j'allais dire, aguerris, puisqu'il a fait des stages pendant plus de 8 jours avec eux. Et puis, il y a Evelyne, qu'il sait être quelqu'un qui ne connaît pas la montagne, mais il le dit. Il n'a jamais cherché à le cacher à qui que ce soit. Il vous l'a dit très simplement. Il a dit oui, mais je savais qu'elle était en bonne forme physique. Et je savais qu'en la prenant avec moi sur ma cordée, j'étais capable de lui faire effectuer ce parcours dans des conditions tout à fait normales. C'est vrai qu'il s'est trompé. Oh, toute la première partie s'est déroulée normalement. Et le sommet des courtes, il est arrivé avec une demi-heure, peut-être un peu plus de retard, mais dans des conditions tout à fait normales. Même si le guide professionnel qui est un peu devant dit « je trouvais qu'ils allaient lentement ». Oui, mais il était encore largement dans les temps. Tout va se dérouler. Il n'avait aucune raison à ce moment-là de renoncer. Il continue. Et arrivé effectivement à cette fameuse boîte aux lettres, entre guillemets, c'est-à-dire l'endroit où l'on doit effectuer son rappel à l'aiguille donc qui se trouve là, l'aiguille Chenavier, eh bien c'est là où malheureusement il se passe un événement qu'il ne peut pas maîtriser. Vous l'avez redit tout à l'heure, et d'ailleurs dans ses déclarations devant le juge d'instruction et devant les services de police, Evelyne l'a dit, moi, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un blocage au niveau des cervicales, je me suis senti très fatigué, et j'ai eu conscience que je ralentissais le groupe. Et je pense que dans son fort intérieur, elle doit terriblement se culpabiliser.
Et la conscience qu'effectivement, à ce moment-là, elle va ralentir le groupe. Lui, il est dans une situation qui est une situation imprévisible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je te garde sur ma cordée. Par contre, vous qui êtes plus jeune, la cordée volante, vous passez devant. Mais vous restez évidemment à proximité. Alors là, que s'est-il dit exactement? Moi, je n'ai pas l'intention de tromper qui que ce soit, de vous dire des choses qui n'existent pas ou que j'inventerais dans le dossier. Nous n'avons rien. Nous n'avons d'ailleurs pas plus d'éléments qui puissent nous dire que celui-ci n'a donné aucune consigne. Nous n'avons pas davantage d'éléments sur les consignes précises qui ont été données et le message tel qu'il a été reçu par les deux membres de cette cordée. Mais on vous le disait, ce sont des adultes. Ce sont des gens qui ont déjà fait de la montagne. Ils ne sont pas tombés là par hasard. Et évidemment, dans l'esprit de chacun, il s'agit de rester en contact. Alors faut-il à tout prix être en contact téléphonique? Faut-il s'envoyer des SMS à chaque pas que l'on effectue en montagne? Moi, je n'ai pas cette vision de la montagne et mon client non plus. Voilà la situation. Et à ce moment-là, effectivement, tout se dégrade. On ne sait pas, malheureusement. Même les experts désignés, qui effectivement connaissent bien ce secteur, vous disent « Nous ne savons pas les conditions exactes de la disparition de cette cordée volante. Nous ne savons pas même le lieu précis, puisque malheureusement, on a retrouvé les corps d'aucun des deux participants. » Alors, Madame la Présidente, il s'agit maintenant de savoir, mais voilà les faits. Mais quel est le droit? Tout à l'heure, on vous a dit c'est une faute, c'est inimaginable de commettre une faute pareille. Madame la Présidente, vous savez, pour l'avoir jugé dans une décision du mois de mars 2015, qu'en réalité, il y a une appréciation différente. Vous vous rappelez sans doute de cette affaire un peu similaire. Il s'agissait d'un guide de haute montagne qui avait emmené un client hors piste dans la Val d'Isère. Malheureusement, une avalanche va être déclenchée. Lui-même va s'en sortir, mais son client décède dans cette avalanche. Un expert est désigné, quelqu'un d'extrêmement compétent. Il vient sur place, il analyse le manteau léger et il dit la chose suivante. Vous n'auriez pas dû vous engager dans ce secteur, car la pente est importante, car on voit qu'il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui peuvent penser au déclenchement d'une avalanche. Et surtout, vous n'avez pas mis une distance suffisante entre vous-même et votre client. Le professionnel reconnaît qu'il a effectivement commis une erreur d'appréciation, comme celui-ci, une erreur d'appréciation. Mais qu'est-ce que vous avez dit dans votre décision? Vous avez dit cette erreur d'appréciation, certes, elle peut entraîner la réparation des dommages sur le plan civil, des parties civiles, la faute simple, la faute civile. Par contre, ce n'est pas cette faute gravée dans le marbre, cette faute dite caractérisée, qui permet d'inscrire une condamnation pénale sur quelqu'un qui n'a jamais été condamné. C'est la réalité de ce dossier. Alors, je me dis aujourd'hui, est-ce que celui-ci, parce qu'il est un simple amateur ou bien un encadrant bénévole, doit être jugé plus sévèrement qu'un professionnel de la montagne, qu'il soit guide ou qu'il soit moniteur? Moi, je ne le crois pas. Et je pense qu'à travers les éléments de ce dossier, vous n'avez pas matière à prononcer une décision qui soit une décision de culpabilité à son encontre. Madame la Présidente, vous avez démontré au cours des débats que vous connaissiez parfaitement ce dossier. Et sans doute, il ne vous a pas échappé. Les derniers mots qui ont été prononcés par Évelyne Legros devant Madame le juge d'instruction. Cette dernière indiquait, je voudrais dire que chacun a sa part de responsabilité dans cette affaire, moi compris. Je n'ai pas mesuré la difficulté de cette course. Par contre, je saurais gré à Eric de m'avoir pris sur sa cordée et de m'avoir ramené en vie, car les conditions à la fin étaient épouvantables. Tout ce que j'espère, c'est que les corps soient retrouvés afin que les familles puissent faire leur deuil. Madame le Président, messieurs du tribunal, dans un instant, vous allez vous retirer pour délibérer. Vous allez avoir à regarder l'ensemble de ces éléments, mais malgré les réquisitions sévères du ministère public et d'une partie civile qui ne se cache pas l'idée de faire condamner celui-ci, je vous demande de prononcer la relaxe de mon client. Le tribunal vous remercie, maître. Monsieur Dumont, si vous voulez bien vous lever et revenir à la barre. Monsieur, vous avez la parole en dernier. Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour votre défense? Non.
La décision sera rendue après la suspension d'audience et l'audience est suspendue. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre avec vos voisins, avec les personnes qui sont autour de vous, de discuter sur ce que vous pensez de cette affaire. Je pense que vous avez compris. Et de dire si vous pensez que Éric Dumont est coupable des faits d'homicide involontaire, par imprudence, négligence, maladresse, ou si au contraire il doit être relaxé. Relaxé, ça veut dire déclaré non coupable de la poursuite. Le procureur a demandé une peine de prison avec sursis. L'avocat de la défense a demandé la relaxe pour son client. Et la partie civile n'est pas là pour demander une peine, elle est là pour mettre en avant les intérêts des familles des victimes. Alors, vous avez en gros 10 minutes pour discuter tranquillement avec vous. Puis, quand vous aurez pris une décision, vous montrerez vert si vous êtes pour la relaxe de l'intéressé, ou rouge si vous estimez que le tribunal doit le condamner. Le tribunal rentrera et donnera sa décision. Bien, mesdames, messieurs, les débats pourraient durer des heures entre vous. Il y a des pour, des contre, ceux qui ne savent pas, qui hésitent. Coupable, pas trop coupable, responsable mais pas coupable, ça n'existe pas en droit. Responsable et pas coupable, on ne connaît pas trop ça. On doit prendre une option. Après, la peine, elle peut être plus ou moins grave, plus ou moins importante. On peut quand même condamner, c'est-à-dire déclarer quelqu'un coupable, mais le dispenser de peine. Ça existe. Pas souvent prononcé, mais ça arrive. Avant que le tribunal vienne prononcer sa décision, je vais vous demander de lever, pour ceux qui estiment Éric Dumont coupable, pas de lever la main droite et dire « je le jure », mais de lever le carton rouge, qui veut dire que vous pensez qu'il doit être condamné. Est-ce que... Pas d'abstention, hein. On ne s'abstient pas. Au moins un représentant du groupe, si vous voulez bien, pour ceux qui sont pour la culpabilité, levez le carton rouge. Ça fait pas mal. Le vert, ce sera après. Je regarde à peu près, oui, ça fait pas mal. Pour ceux qui sont contre la culpabilité, qui l'estiment non coupable, ça fait pas mal aussi. À mon avis, il y a un petit chouïa de plus pour le rouge, mais pas forcément beaucoup. Vous voyez que c'est assez partagé. Et même entre vous, il y a des discussions, des divergences. Le tribunal. Le prévenu. Monsieur le prévenu. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Dumont. Le tribunal, après en avoir délibéré par décision contradictoire, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Le tribunal ayant estimé que le manque de préparation par rapport à la connaissance que vous pouviez avoir du niveau physique des participants et l'absence de vérification sur la préparation effective de ces participants pour cette course, l'absence de réévaluation du risque au cours de votre progression, compte tenu premièrement de la dégradation de l'état physique de Madame Legros, mais également de la dégradation des conditions météo, la délégation d'une autonomie trop grande à cette cordée volante qui évoluait alors que vous n'aviez plus aucun contrôle sur elle et alors que vous aviez la charge de cette cordée,
en termes de sécurité. Le manque de moyens de communication pour assurer la sécurité des participants qui vous étaient confiés. Et le défaut d'action dans un délai raisonnable pour appeler les secours constitue un cumul de fautes constitutif d'une faute caractérisée, justifiant que le tribunal vous retienne dans les liens de la prévention. En répression, le tribunal vous condamne à une peine d'1 année d'emprisonnement, année qui sera intégralement assortie du sursis, ce qui signifie, Monsieur Dumont, que vous n'exécuterez pas cette peine d'emprisonnement dans un cadre carcéral. Par contre, si vous veniez à être condamné à une peine d'emprisonnement dans un délai de 5 ans à compter d'aujourd'hui, le tribunal qui vous condamnerait pourrait solliciter la révocation de cette année d'emprisonnement. Vous pouvez disposer, Monsieur Dumont. L'audience est levée.